Je suis ravi d'accueillir ce soir M. Boualem Sansal, qui, comme vous savez, a eu l'année passée le Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, qui est tout de même, je pense, la distinction la plus extraordinaire qu'on puisse avoir en Allemagne. Et je suis très content que M. Josef Hannemann ait accepté de faire cette interview publique avec Boualem Sansal. Nous sommes en présence d'un conteur hors pair, Boualem Sansal. Les 5 romans qu'il a publiés, ce sera le 6e, celui dont nous parlerons plus particulièrement ce soir. Les 5 romans qu'il a publiés auparavant étaient une espèce de, c'est ainsi que je les ai lus, une espèce de projection narrative vers les nuages sombres des années noires algériennes, c'est-à-dire cette décennie avec les 200 000 morts que certains appellent guerre civile. Je ne pense pas que ça soit le terme qui convienne. Donc, dans ces 5 livres, il y avait une espèce de... le support, c'était le malheur, ce qui est arrivé à ce pays et ses prémices historiques, parce que ça remontait plusieurs décennies en arrière, notamment le village de l'Allemand, avec le village de l'Allemand. Le support pour un exil intérieur. Je pense que c'est un motif qui parcourt ces 5 livres, et moins celui-là, on y reviendra. Exil intérieur à travers, d'un côté, la satire, et de l'autre côté, un certain deuil, quand même. On peut dire. Et maintenant, nous arrive donc cette rue Darwin, où c'est comme si ces nuages s'étaient un petit peu dissipés, et derrière, on apparaît, bon, elles sont encore là, quand même, mais derrière apparaît un moi, un sujet, un moi un peu autobiographique. Et aussi, comme si, un peu, parfois en le lisant, je me disais presque, enfin... Autre chose que la guerre. Voilà. Il y a un moi qui affirme son appartenance, son enracinement même à cette terre algérienne. Alors, donc la première question à notre auteur invité, combien de moi y a-t-il dans ce narrateur? Je ne sais pas, peut-être avant une question, est-ce qu'il faut résumer en quelques mots le livre? Ce serait peut-être utile pour ceux qui auraient tout juste l'intention de l'acheter, mais qui ne l'auraient pas encore lu. Rue Darwin, pourquoi le titre peut surprendre, Rue Darwin. Ça commence d'ailleurs comme ça, le personnage qui entend une voix qui dit « Va, retourne à la rue Darwin ». Ce personnage, le narrateur, donc, qui est un des personnages d'une fratrie de plusieurs personnes, qui se retrouve à Paris avec une mère mourante qui est venue en France pour revoir ses fils et ses filles qui sont répartis presque à travers le monde entier. À un moment donné, l'un de ces personnages dit « Nous sommes la mondialisation vivante ». Et ce narrateur, donc, il retourne, après la mort de sa mère, il retourne dans son pays, en Algérie, et il suit cette voie qui lui dit « Retourne rue Darwin ». Et il retrouve cette rue Darwin, qui est était une rue assez pauvre de la Casbah d'Alger, et il y a une espèce son enfance qui lui revient. L'enfance déjà avant ces années qu'il a passées à dans cette rue Darwin, au village, avec et on y reviendra, avec un personnage féminin, la grand-mère, disons, qui est un personnage absolument incroyable, qui avait
un des bordels les plus importants du monde. Tu veux dire une chaîne de bordels? Une chaîne de bordels, oui. C'est une gérante moderne, très riche, qui a vu croiser les grands du monde, dans tous les cas du monde arabe, dans ses différents salons, et dans l'ombre duquel a grandi un peu ce petit garçon. Et ensuite, donc, il a atterri à Alger. Enfin, il y a donc tout ce retour sur une enfance qui était tout à fait, là aussi on y reviendra, qui était tout à fait heureuse par moment. Alors, combien de moi, combien de toi y a-t-il dans ce personnage? Un roman, c'est toujours quelque chose de fictif, évidemment. Mais il a à peu près ton âge. Il y a des éléments qui sont tout à fait là. Je ne sais pas si vous avez fait le parallèle, mais c'est une question que les exorcistes posent aux possédés. Quand l'exorciste opère pour désenvoûter le possédé, et à un moment donné, il y a une voix qui répond, il lui pose la question « Qui es-tu et combien ?» parce qu'il entend plusieurs voix. « Et combien êtes-vous » Et il lui répond cette réponse connue « Nous sommes innombrables ». Voilà, le diable peut prendre toutes les figures qu'il veut, et je crois que c'est aussi un peu l'écrivain, et dans sa fonction de prendre les visages et les personnages qu'il veut. Mais bon, blague à part, moi je suis, comme beaucoup d'Algériens de mon âge, fabriqué par la guerre. Nous sommes nés, moi je suis né au lendemain de la guerre. Ça a été une période extrêmement difficile, puisque immédiatement, après 1945, immédiatement, il y a eu des émeutes en Algérie et une répression extraordinaire des autorités françaises contre les manifestants algériens, et 45 000 morts seulement dans une seule ville. Et donc ça a été le début de la guerre de libération qui a commencé en ce moment, puis qui a duré jusqu'en 62. En 62, s'est installée une dictature féroce, jalonnée de manifestations, de répression, mais aussi de périodes relativement calmes. Et en 91, ça a été la guerre civile, donc avec les islamistes, qui dure jusqu'à présent avec beaucoup moins d'intensité. Et donc j'ai toujours vécu dans un environnement de guerre. Le mot guerre est un mot qui est très familier pour moi. Le soldat, victime, agression, violence et tout ça, ça fait partie des mots qui ont formaté mon esprit. Mais n'empêche, moi j'ai toujours été un homme très pacifique. Et si ce n'était la guerre civile et l'assassinat de beaucoup de mes amis, dont un écrivain qui m'était très cher, Tahar Djaout, je serais resté le fonctionnaire que j'étais. J'étais haut fonctionnaire au ministère du Commerce, au ministère de l'Industrie, j'étais un scientifique. Tout en étant fonctionnaire, j'enseignais, je faisais de la recherche, et j'étais vraiment très loin de l'univers de l'écriture. Et c'est lorsque cette guerre nous a plongés dans une barbarie fantastique que je me suis, comme beaucoup d'Algériens, et comme tout le monde, comme j'imagine vous-même aujourd'hui, vous vous posez la question quand vous voyez les informations de la Syrie, comment est-ce possible, cette barbarie, comment est-ce possible? Et le haut fonctionnaire que j'étais, l'ingénieur que j'étais, l'économiste que j'étais, est parti chercher des explications à cette violence, à cet état de fait, dans la rationalité. On peut croire que lorsqu'une société verse dans la violence, il y a des phénomènes rationnels qui mènent à ça. Alors moi, j'étais parti du raisonnement suivant. La guerre, la barbarie, c'est parce qu'il y a le chômage, l'économie ne fonctionne pas, et voilà, et donc le mécontentement, ceci entraîne cela, et ça mène à la guerre. Et en fait, pas du tout, ça n'explique rien, parce qu'il y a des pays pauvres qui ne font pas la guerre.
On peut être très misérable et être pacifique. Donc ce n'était pas une explication, il fallait chercher ailleurs. Et voilà, c'est ce qui m'a amené à l'écriture. Il faut, pour comprendre l'homme, finalement, il ne faut pas sonder les faits, il faut sonder l'homme, la société des hommes, et regarder leur histoire. Et très vite, il m'a semblé que dans la violence généralisée comme ça, il y a deux parts. Il y a une part qui nous est propre. C'est nous qui sommes violents, quoi. On est là, il y a une situation qui fait que nous sommes violents et nous nous entretuons, et puis une fois que ça a démarré, ça ne s'arrête plus. Mais il y a aussi un déterminisme historique. Il y a... l'histoire nous amène... si je suis là, c'est parce qu'il y a une histoire avant. C'est parce qu'un jour, j'ai écrit un livre, il y a 15 ans. À cette époque, je ne savais pas qu'un jour, ce livre allait me mener au Luxembourg, face à vous. Donc, il y a des enchaînements comme ça dans la vie d'un peuple et dans la vie d'un homme qui amènent à des situations. Et quand on écrit, il faut remonter le film. Il faut remettre le film à l'envers pour trouver les explications de tout ça. C'est ça, voilà. Oui. Effectivement, dans les premiers livres, il y a le Sermon des barbares, merci. Qui est le premier livre. Il y a des meurtres, il y a de la violence manifeste. Maintenant, est-ce que par la rue Darwin, revenons à cette grand-mère, à Jetta, qui s'appelle Jetta. Effectivement, la rationalité n'explique par la rationalité, on n'explique pas l'histoire. Et Boualem-Sansal, toi, tu poses ta littérature dans l'histoire. C'est vraiment la terre nourricière, si je peux dire, de tes romans. Là, il faut élargir, il faut aller dans le complexe, dans les paradoxes, dans les contradictions. Et Jetta, cette grand-mère, cette femme extraordinaire, elle est un peu tout ça. On a pu l'interpréter comme une figure allégorique un peu de l'Algérie. Une Algérie tribale et libertine, presque, avec ses bordels. Une Algérie archaïque et multiple. Une Algérie croyante, pieuse, même bigote peut-être, et en même temps impertinente, irrévérencieuse. Tout ça, c'est dans ce personnage. Et donc, tu la mettrais ce personnage dans la galerie des autres, des prisonniers, des petits trafiquants, des bavards au café, là, dans le Dis-moi le paradis, au café du paradis. Tu l'intégrerais dans toute cette série de personnages. Mais ce qui m'a frappé, c'est que ce petit garçon, donc, qui vit un peu, qui grandit un petit peu sous l'aile de cette grand-mère, il a une certaine distance. On ne sait pas très bien si on doit l'aimer, cette femme, ou s'il faut la craindre. L'affectivité est étrangement distanciée. Est-ce que c'est une... Il faudrait un peu expliquer cette histoire qui est tout à fait vraie. Donc il y a dans ce roman, tous les faits sont véridiques. Hein. Lorsque la France est arrivée en Algérie en 1830, donc la colonisation en Algérie a commencé en 1830. Voilà, donc le colonisateur français qui arrive, à l'époque, la structure de l'Algérie, c'était une structure tribale, comme lorsque les Blancs sont arrivés aux États-Unis, en Amérique, ils ont trouvé des tribus, les Sioux, les Comanches, les Cheyennes, les Apaches, voilà. Et donc c'était une structure comme ça, tribale. Et je me suis intéressé à une des tribus qui est une tribu importante. On va dire comme aux États-Unis, les Comanches par exemple. Et lorsque les Français sont arrivés, ils ont détruit la structure économique du pays. Les tribus vivaient d'agriculture, d'élevage, nomadisés. C'était ça leur façon de vivre. Lorsque les Français sont arrivés, évidemment, ils se sont emparés des terres
ils ont modifié les structures économiques. Donc les tribus, comme aux États-Unis, après l'invasion des Blancs, sont tombés dans la... Bon, ils se sont d'abord opposés, évidemment, à l'invasion française, puis ils ont été vaincus. Et n'ayant plus de structure économique pour vivre, ils sont tombés dans la déshérence, dans la misère. Alors, beaucoup de tribus, face à cette situation, ont accepté l'ordre colonial. Ils ont rejoint l'ordre colonial, ils se sont laissés citadiniser, puis ils sont devenus le lumpin prolétariat de la colonisation. D'autres ont refusé cet état de fait, ont continué à se battre. Et cette tribu-là, évidemment, qui était une tribu pastorale, s'est trouvée dans la misère. Ils ont perdu leurs terres, leurs moutons, leurs chameaux, le vieux chef de cette tribu meurt à l'âge canonique de 90 ans, je crois, si je me souviens bien, et non, pas tant, un peu moins. Et il n'avait pas d'enfants. Alors, pour la première fois dans l'histoire de ces tribus, l'héritage s'est fait par les femmes. Donc, quand le vieux est mort, il n'avait pas de garçon, c'est sa fille, donc Djeddah, à 17 ans, qui se trouve à la tête d'une tribu. Elle hérite d'une tribu. Et elle ne sait pas, donc elle a 17 ans, elle ne sait pas quoi faire, comment faire vivre une tribu qui n'a plus de capacité économique, qui n'a plus de terre, qui n'a plus de machin. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là je n'ai pas pu reconstituer l'histoire, mais en tous les cas, elle crée un premier bordel. Alors, je ne sais pas, donc avec des filles comme ça, elle s'est dit, pour faire vivre ma tribu, il faut faire ça, voilà. Donc elle monte un premier bordel, puis un deuxième, puis un troisième, et puis un quatrième, en Algérie. Puis elle en monte un au Maroc, et puis deux, puis en Tunisie, et puis en France, et puis à droite, à Paris, à Nice, à Cannes. Et elle est devenue la plus grande, comment on appelle ça, la plus grande tenancière de bordel du monde. C'était toute une chaîne extraordinaire. Et cette femme est devenue la femme la plus puissante d'Afrique du Nord, et même de la Méditerranée, puisqu'à un moment donné, elle traitait d'égal à égal avec le gouvernement français. Elle était une amie du maréchal Pétain, parce qu'à un moment donné, la guerre, elle s'est trouvée dans une situation délicate. Il y avait un mouvement révolutionnaire qui commençait à nationaliste en Algérie. Elle voyait un peu le sens de l'histoire. Et elle a pris fait et cause pour le maréchal Pétain. Donc elle a financé les groupuscules d'extrême droite et qui ont fait que Pétain est arrivé au pouvoir. Elle a même acheté un palais à Vichy qu'elle a donné, offert au maréchal Pétain pour l'habiter. Et donc cette femme a eu un rôle économique et politique extraordinairement important en Algérie. À l'indépendance, évidemment, le gouvernement algérien qui s'est installé, socialiste et tout ça, ils ont nationalisé tous ces biens, en Algérie du moins, et elle est restée quand même en Algérie, et puis un jour, elle a disparu dans des circonstances très étonnantes, elle a été assassinée, on ne sait pas par qui. Est-ce que c'est un règlement de compte des gens qui travaillent pour elle, du gouvernement algérien? Moi, je soupçonne que c'est quelqu'un du gouvernement algérien parce que le palais qu'elle occupait à Alger, ce palais qui est lui-même une histoire extraordinaire, ce palais était un palais qui appartenait aux Turcs lorsque l'Algérie était colonisée par les Turcs. Lorsque la France a été colonisée, l'Algérie a été colonisée par la France, ce palais a servi comme résidence secondaire, résidence surveillée de princes et monarques que la France a destitués dans leur pays. En particulier, elle a logé dans ce palais la reine du Siam, quand la France a déposé la reine du Siam, le Cambodge actuellement, elle l'a mis dans ce truc. Et puis quelques années après, lorsque la France a occupé Madagascar, elle a déposé la reine Rana Valona III et elle l'a mise dans ce palais. Donc Djeddah rachète ce palais et donc elle était là avec sa cour, avec
pesant sur le gouvernement français lorsque l'Algérie était française et pesant sur le gouvernement algérien après l'indépendance. Il a été assassiné, on ne sait pas comment, mais le fait est que ce palais, aujourd'hui, est occupé par le président Bouteflika. Donc, il y a de quoi supposer qu'il y a des choses... parce qu'il s'est emparé de ce palais, enfin, il l'a occupé depuis une trentaine d'années, donc au moment où Djeddah a été assassiné. Alors, comment je suis arrivé, moi, dans cette histoire? Là, je pense qu'on va en parler, oui. si tu veux. Ce qui est extraordinaire, quand Boualem Sansal parle d'histoire, on a toujours l'impression qu'il fabule, parce que c'est tellement incroyable. Mais il y a ce canevas historique. Oui. Et ensuite, effectivement, il colorie les personnages. Oui, bien sûr. Cette grand-mère, il faut remplir là où il y a des blancs. Oui, il y a une histoire familiale qui colle à cela, et donc je me suis retrouvé mêlé à cela. Oui, cette question, comment tu es arrivé, comment tu es tombé sur cette question, comment tu as entendu parler de cette femme? Non, moi j'ai été élevé par cette femme. Alors cette femme, donc, à un moment donné, elle ne s'est jamais mariée. Donc, un jour, elle pensait à l'avenir, donc à un héritier. Elle voulait un héritier. Elle n'était pas mariée. Je crois qu'une de ses cousines ou une de ses sœurs était mariée, a eu un enfant, un garçon, et elle a adopté cet enfant-là, à la mort de sa sœur ou de sa cousine, ça je ne sais pas très bien. Elle l'a adopté, et donc elle en a fait l'héritier, c'était son héritier. Elle l'a élevé comme on élève un prince héritier. Donc c'est quelqu'un qui est né dans l'opulence, avec une cuillère d'or dans la bouche, et il a mené une vie extraordinairement dissolue pendant des années, vivant. Il n'était pas mêlé à l'activité, on va dire, des bordels, tout ça, de la femme. Ça, c'était une activité à part et secrète, parce que dans sa tribu, c'était la chef de la tribu. Une femme très honorable, très respectée, voilà. Et donc, en tant que chef de tribu, elle a adopté un garçon et je trouve que ce garçon, c'est mon père. Et voilà. Et donc, cet homme-là, un jour, a fait la connaissance d'une femme qui allait être ma mère. Voilà. Donc, ils sont mariés, et je suis le résultat de leur rencontre. Et, Sauf que, et ça, je pense que c'est important, et ça ressort particulièrement dans le roman, mon père, ma mère, c'est pas très clair. Les origines sont diffuses. C'est pas clair du tout, une autre personnage. Parce que je ne sais rien de cette histoire-là. C'est une reconstitution. Qui lui dit, toi, ton père n'est même pas ton père, et ta mère n'est pas ta mère, parce que quand on dit tribu d'un côté, et quand on dit bordel de l'autre côté, il y a nécessairement des c'est des connotations diffuses. Oui, tout à fait. Oui. Et ça, je pense que c'est un trait un peu marquant de ta littérature, de façon générale. Oui, parce que de toute façon, la vie est ambiguë, la vie de tout le monde est ambiguë. On croit être l'enfant de ses parents. Si on vérifie, c'est pas évident pour beaucoup de gens. Je veux dire. Oui. Et ce qui compte à la fin, c'est que ce qu'on décide, ce qu'on choisit. C'est ça, absolument. Je suis ce que je veux parce que j'ai choisi de l'être, et non pas parce que je suis par destin le fils de tel ou tel. D'ailleurs, le garçon, dans le roman, il aime sa mère qui n'est probablement pas sa mère naturelle. Biologique, oui. Et de là, donc oui, je t'ai interrompu pour tu as grandi donc avec cette femme. Non, moi je suis né entre mon père et ma mère, dans leur maison, et je ne savais rien de tout ça. Et mon père meurt, donc quasiment à ma naissance, un an et demi après ma naissance, mon père meurt, non, 3 années quand même après, mon père meurt, et Djeddah, cette femme, chasse ma mère parce que elle était contre le mariage de son fils avec cette femme-là. C'est 2 univers, 2 mondes très différents. Elle est
de culture tribale, archaïque, tout ça. Et mon père, c'est autre chose. Mon père, c'est quelqu'un qui a quand même fait des études, ma mère, pardon. Ma mère, c'est une femme qui a fait des études, qui est francophone, qui a vécu dans un milieu français, tout ça. Donc pour Djeda, c'était ahurissant que son fils se marie avec une femme pareille, quoi. Donc dès qu'il est à sa mort, elle a chassé cette femme-là et elle s'est emparée de l'enfant, c'est-à-dire moi, et qu'elle a élevé comme l'héritier de l'héritier. Voilà. Mais moi, je ne me rendais pas compte. Moi, j'avais 3 ans, 4 ans. Puis un beau jour, j'ai été kidnappé par des gens à l'âge de 7-8 ans. Qui viennent dans le village. Je sortais de l'école. Je vois très bien la scène. Une femme avec un homme qui me parle. Je ne comprends pas ce qu'ils me disent. Et puis, ils me prennent, ils me mettent dans une fourgonnette et qui s'en va. Et ça roule, voilà, ça roule. Pendant des heures et des heures, et on arrive rue Darwin. Voilà, rue Darwin. Et cet homme et cette femme m'amènent donc dans cette maison, une femme qui vit dans une chambre, et me disent, voilà ta mère. Voilà. Et ils disent, voilà, on t'a ramené ton fils. Donc, et commence donc pour moi, j'ai connu ma mère à 8 ans. Et commence pour moi donc une nouvelle vie à Alger. C'est la première fois que je vois une ville. Et j'arrive à Alger au moment de la bataille d'Alger. Alger, quadrillé par les parachutistes, ça tirait dans tous les sens, c'est des plastiques de bombardement. Enfin, comme à Damas maintenant. C'était horrible. Et voilà. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais ma mémoire s'est fermée sur le passé parce que je devinais comme ça, de manière très lointaine, que c'était bizarre comme situation. Il y a 8 ans, je ne comprenais pas, mais ça me paraissait très bizarre. Mm-hmm. Et je débarquais dans une famille où je ne connaissais pas ma mère. Entre-temps, elle s'était mariée, je ne connaissais pas son mari. Elle a eu des enfants que j'ai découverts au fur et à mesure, des frères, des sœurs. Et donc c'est très étrange comme vie, puis voilà, les années passent. Bon, mais commence quand même comme on dit le personnage quelque part, la partie la plus heureuse de sa vie. Cette partie de la rue Darwin. Absolument. A l'air. Ce qui m'a frappé, moi, dans le livre, c'est que, disons, les premières années d'enfance encore au village, autant il y a des descriptions de bonheur. En ce qui concerne la période de rue Darwin, sont étrangement absentes, ces descriptions de bonheur. C'est dit, c'est heureux, et d'ailleurs, à un moment donné, il y a un personnage, je crois, un des frères, qui dit « Nous sommes sur le bonheur familial d'une tribu en chemin vers la... » Non, c'est une tribu, la famille, une tribu en chemin vers le bonheur. Ça, c'est pas fait finalement, parce qu'ils se sont éparpillés partout. Mais disons, là où je veux en venir par la question, est-ce que le bonheur, vraiment, ça se décrit? C'est une question un peu générale. Le bonheur, c'est toujours le village, c'est l'enfance. Hein, donc, oui, voilà. C'est donc, l'impression qu'on a. Voilà, j'avais donc 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je vivais dans un cadre très, très, très particulier. C'était un... Je ne sais pas comment il faut appeler ça, d'ailleurs. Dans le roman, je le désigne sous le nom de phalanstère. C'est un peu comme l'abbaye, là, quelque chose d'immense. Donc il y a la grande maison de Djeda, avec... la tribu est autarcique, hein, donc elle vit en autarcie totale. Elle a ses meuneries, ses étables... là où on fabrique le fromage. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme les châteaux forts avant, entourés de commerce, et je vivais là-dedans. Donc, pour un enfant de 5-6 ans, c'est extraordinaire de vivre dans un truc comme ça, surtout en étant l'héritier d'eux. Alors, tout est facile, tout est à portée de main, tout est permis, tout est... Et j'arrive à Alger à 8 ans, je me retrouve donc dans une famille que je ne connais pas, dans une seule pièce, dans un quartier d'une pauvreté inimaginable,
Notre voisin, c'était Albert Camus. La famille Camus aussi, c'était la misère totale. Hein, donc, en pleine guerre, la bataille d'Alger. Donc voilà, le bonheur, c'est avant. Donc le bonheur ne pouvait pas faire partie de ma vie à Alger. Voilà, la guerre, la misère, la pauvreté, l'étroitesse, pas de perspective. Voilà, une vie très difficile. À la fin, le départ des autres, pas du narrateur, mais les autres. Donc les garçons, ils sont tous partis, comme nous l'avons dit, ils sont partis à travers le monde. Voilà. Aussi, cette fille qui était plus âgée que le narrateur, qui l'a un peu éveillée, qui l'a titillée, Faiza. Elle est partie, beaucoup de gens partent, et ça c'est encore un motif qui revient, qui est présent dans d'autres livres aussi, évidemment. Et là, peut-être j'aimerais bien creuser un peu là, partir. On peut partir pour différentes raisons. On peut partir pour fuir. Pour certains, c'est certainement le cas. On peut s'imaginer, fuir la pauvreté, l'horizon bouché. Mais on peut aussi vouloir partir, et parfois je me demande si le héros, ce ne serait pas plutôt ça, quand il pense à partir. Il ne partira pas, sauf avec sa mère. Partir comme expérience, comme pour éventuellement revenir. Il y a un autre, ça me fait penser, il existe des pays comme ça. L'auteur Paul Nizon, l'auteur suisse Paul Nizon a écrit un livre qui s'appelle Diskurs in der Enge, discours dans l'étroitesse. Et il dit, chaque Suisse qui n'est pas parti, c'est un Suisse rabougri. Quand on est en Suisse, dans cet univers, il faut quitter, il faut partir. Tous les grands artistes suisses sont partis, certains sont revenus, d'autres sont restés à l'étranger, mais il faut partir, le départ comme expérience, pour revenir. Et j'ai l'impression que c'est pas tout simplement ces personnages dans tes livres, dans Haraga, qui partent, ce n'est pas simplement pour fuir la difficulté, mais c'est pour ouvrir l'horizon. C'est comme une expérience intérieure aussi. C'est la figure du départ, du partant. C'est un éveil. La vie est une quête, donc il y a un chemin symbolique, on part symboliquement. Le départ par la route est un pis-aller, c'est parce qu'on n'a pas trouvé le chemin pour faire sa propre quête. La quête est toujours intérieure, elle est spirituelle, elle est émotionnelle, elle est artistique, voilà, nous sommes avides de ce type de quête. C'est ça que nous cherchons. Nous cherchons l'amour, la beauté. C'est des concepts que nous cherchons. Nous ne cherchons pas. C'est quand on n'arrive pas à cela, parce que c'est très compliqué, que l'on va chercher l'argent, la possession matérielle pour compenser. C'est une compensation seulement. Ceux qui partent, c'est parce que quelque part ils ont échoué dans la véritable quête, la quête de sens, la quête de vérité, la quête alors, il y a le problème, c'est que pour pouvoir faire la quête, il faut... c'est l'œuf et la poule. Hein. On fait une quête pour, au bout du compte, être libre. Mais en même temps, pour commencer une quête, il faut aussi être libre. Donc, voilà, parce que on fait symboliquement... faire la quête, c'est abandonner des choses. Hein. Donc, c'est abandonner des croyances, abandonner ce que l'univers symbolique que nous avons hérité de nos parents ou de notre monde et qui ne nous convient pas. Et on cherche autre chose. Voilà. Et donc, quand on ne peut pas le faire, eh ben on se lance dans une quête plutôt comme ça, matérielle, physique. Alors, il y a dans certains pays, et c'était le cas de l'Algérie, en raison du fait qu'une dictature s'est installée et que l'idée de liberté pose problème. Voilà. Chercher la liberté
dans un pays libre, je dirais c'est presque une évidence. Hein, ça, on rejoint un peu... Mais... Ça pose des problèmes de notre ordre. De notre ordre, c'est complètement. difficile aussi, mais... Voilà. Mais se donner un projet de liberté dans une structure mentale fermée, c'est extrêmement difficile. Parce que là, vous vous heurtez à la communauté, vous heurtez des convictions générales. Je prends un exemple. Dans l'univers musulman, vouloir faire une quête spirituelle, ça peut être une tentation de dire, peut-être voir un peu ce que dans le christianisme, la notion de ceci, ou dans l'hindouisme, ou dans le matérialisme, enfin, peu importe, une quête de ce type, ça suppose d'abord la destruction de l'ordre dans lequel on est. Et là, ça devient dangereux, parce que ce n'est pas seulement une idée, c'est un ordre aussi fait de contraintes. On est donc, en quelque sorte, dans l'apostasie. Et l'apostasie, pour les musulmans, est condamnée par la mort. Donc, vouloir faire une expérience spirituelle autre que celle dans laquelle on est né est une aventure périlleuse et dangereuse. Et donc, alors comment faire ce genre de choses? C'est extrêmement difficile. Donc, il faut détruire l'univers dans lequel on est, aller vers cette... voilà. Il faut faire le vide. Il faut faire le vide. Et parfois, alors, on fait comme on ne vide, peut pas le faire, nous étions contraints par une dictature donc, du type politique, communiste. C'est ça, le régime qui s'est instauré en Algérie en 1962, c'était ça, un régime socialiste, un peu comme Moscou, etc. Donc, il est interdit de penser différemment un monde musulman. Donc, on est musulman, on doit le rester. Sortir de là-dedans, c'est aller contre ses parents, sa famille, la société dans laquelle on vit, aller contre les croyances de son peuple, de sa famille, c'est dangereux. Et donc on compense par, comme on ne peut pas échapper à cela, on va vers une quête ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans nos pays, les gens partent. Il y a bien sûr la recherche de l'emploi, la recherche de plaisir, etc., des raisons économiques. Mais fondamentalement, c'est ça, c'est parce que il est difficile de se libérer dans ce contexte-là. Donc on va se libérer ailleurs. Voilà. D'où l'émigration dans ces pays est forte, parce que la liberté est forcément ailleurs. Chercher la liberté dans ce milieu-là, c'est faire la guerre à son propre peuple, c'est entrer en contradiction avec lui, c'est avec ses frères, sa famille, sa mère, c'est dangereux. Et c'est mettre en danger sa propre famille, tout ça. Donc on va se libérer ailleurs, c'est très difficile. Non pas seulement faire la guerre donc, au régime en place, mais à son propre peuple. Ah oui, absolument. C'est pour ça que c'est difficile. Absolument. Dans les points forts des livres, pas seulement de celui-ci, mais de tous les livres de Boualem Sansal, c'est les passages de satire politique, un peu, où il décrit des situations. J'aimerais pour vous donner un peu la tonalité, j'aimerais vous lire un petit passage. Il parlait tout à l'heure de la situation en Algérie, tu appelles ça dictature, et il est question ici de donc cette fille que le héros a connue quand il était enfant. Il la revoit le 13 juin 63, et le narrateur rebondit un peu sur ça, donc sur cette date 63, juste quelques lignes. L'Algérie était libre et indépendante depuis une année, 63 donc, mais la guerre se poursuivait sur un autre plan, avec des moyens sournois et brutaux. Le nouveau gouvernement l'avait proclamé d'entrée. Il ne s'était pas battu avec tant d'héroïsme contre le féroce colonialisme français et les armes coalisées de l'OTAN
pour se retrouver à conduire un troupeau de bœufs écornés. Il se voulait le directeur éclairé d'un peuple pur et fidèle, à 100%, pour porter la révolution sur tous les fronts. Catastrophe. Nous ne l'étions pas, ni purs, ni sérieux. Nous étions des produits de l'histoire, de pauvres ersatz, des trucs d'occasion, des pignoufs bricolés à la va-vite, un ramassis de gens versatiles et calamiteux, des métis depuis l'origine des temps, et nos voisins juifs et chrétiens, eux aussi, enfants de la contingence et de la démerde, qui avaient refusé l'exode et le chantage des affairistes, n'étaient même pas musulmans et ne sentaient pas forcément aussi bons que nous. Vous voyez, c'est ce retournement plus qu'ironique du miroir. Et maintenant, depuis 50 ans, le régime a dû faire avec ce peuple qu'il considère comme ersatz. Et ce peuple, parlons un peu de ce peuple. Où en est-il, ce peuple? Est-ce qu'il a raté sa révolution dans les années 80? Le peuple se bat depuis toujours. Il n'a jamais cessé de se battre. Il y a des périodes où il s'est battu avec ardeur, acceptant évidemment le risque d'être tué, d'être violenté. Et puis il y a des moments où il s'est battu en bricolant, système D. Voilà, comme par exemple, à un moment donné, dans les années 70, le socialisme s'était bien installé, la dictature avait tout verrouillé, c'était le système D. Donc les gens se battaient par une sorte de sabotage permanent, le désintérêt de la chose publique, la désobéissance civile. Voilà, on s'en fout, on dit... en faisant en sorte que rien ne marche pour que le pouvoir soit embêté, quoi. Voilà. C'était un peu comme ça, une sorte de sabotage. Puis après, les gens prennent conscience que finalement, ils se sabotent eux-mêmes. Alors, ils se remettent un peu au boulot, et puis ils constituent voilà, c'est très... c'est en fait comme pour n'importe quel individu, on se bat avec les moyens du bord. Un jour, on est plein d'ardeur, et puis le lendemain, on capitule, et puis on revient à la charge, et puis... on teste ceci, on teste cela. Quelquefois, en désespoir de cause, on s'en va, on dit bon, on s'en va, on arrête, hein, ça ne sert à rien. Et donc, voilà. Et jusque dans les années 90, le projet politique, c'était de fabriquer l'homo socialus, si on peut dire, le socialiste, quoi, le communiste. C'était ça, le laïque d'ailleurs, et tout et tout. Et depuis la fin des années 80, dans les années 90, c'était de fabriquer le bon musulman. Donc le projet a complètement changé. Donc voilà, on construit des mosquées, on envoie les gens à la mosquée, on les forme, on forme les enfants à l'école. On leur donnait, il y a 10 ans, on leur donnait 1 heure d'enseignement religieux par semaine. Maintenant, c'est quasiment 6 heures ou 7 heures par semaine, plus la télévision, plus l'école, plus la rue, plus... bon. C'est des régimes, dans ces pays-là, les régimes ont cette folie de vouloir transformer le peuple. Les régimes sont comme ça. Transformer le peuple, voilà. Et le peuple qui subit tant bien que mal. Le peuple n'est pas la victime, ils font avec comme tu dis, avec les moyens du bord. Le peuple est toujours bon enfant. Le peuple est toujours bon enfant. Les peuples acceptent beaucoup de choses. Ils sont là, ils vivent leur vie. Est-ce qu'ils peuvent être héroïques ? Ils réagissent quand trop c'est trop. Quand c'est trop, ils réagissent. Sinon, bon, ils acceptent. Ils mettent en place des mécanismes qui compensent ce que l'État ne sait pas faire ou fait mal. Ou, par exemple, c'est comme ça qu'est née la vie associative. C'est-à-dire que là, ce que l'État ne fait pas, faisons-le entre nous. Le communautarisme aussi est une réponse à la défaillance de l'État. On se met entre nous, on se dit... nous serons solidaires et nous allons mettre en place des mécanismes d'assurance d'entraide au sein de la tribu, au sein du quartier, au sein de la communauté. Et puis, quelquefois aussi, c'est le balancier va dans l'autre sens. On s'isole. On dit, pour vivre heureux, vivons cachés, donc vivons seuls.
Les choses sont plus faciles comme ça. Quand on est seul, on ne dépend pas des autres et on n'a pas à s'occuper des autres. Et les peuples sont comme ça, ils naviguent entre eux les difficultés. Ils sont aussi très inventifs. Moi, je me souviens, dans la période socialiste, il y avait beaucoup de pénuries. C'est incroyable ce qu'on a pu fabriquer. On savait fabriquer du café avec, je ne sais pas quoi, avec des pois chiches. Quand il n'y avait pas de café, pénurie de café, on torréfiait des pois chiches et la pièce détachée, nos voitures, c'était des carrioles absolument immondes. Mais elles roulaient avec des fils de fer, des pièces. On prend une pièce de 2 chevaux et on la met sur une vieille Mercedes, on bricole, ça marche. Et tout comme ça. Très inventif. Et même dans le domaine des idées, nous sommes faits de briques et de broc. Moi, j'ai des copains qui sont archi-communistes et archi-religieux à la fois. Parce qu'ils se disent, je peux prendre de là et de là. Mais à un moment donné, la société, la difficulté dans la société, c'est qu'à un moment donné, on a besoin, voilà, chacun est ce qu'il veut, et ça, il est libre, et ça l'arrange, mais il faut qu'on vive ensemble. Le vivre ensemble nous impose un dénominateur commun. Et le vivre ensemble repose sur des lois. Donc il faut qu'on vote des lois et qu'on les définisse. Alors, vous voulez des lois religieuses de gauche ou des lois de droite, des lois religieuses ou laïques. Et alors là, c'est le conflit au sein de la société. Et en Occident, vous avez réglé tout ça au cours des siècles. Les équilibres se sont faits. Mais dans nos pays qui sont tout jeunes, tout neufs, on ne sait pas. Regardez, nous, en Algérie, on est passé de l'État colonial. C'est une notion, je vais vous dire un mot, vous ne saurez pas du tout ce que ça veut dire. C'est ce qu'on appelle l'esprit du Beylek. Parce que c'est une notion qui n'existe que dans les régions du monde qui ont été colonisées par l'Empire ottoman. L'esprit du Beylek, c'est je m'occupe de mes biens, de tiens éventuellement parce que tu es un ami, mais ça appartient au bey, le gouverneur. Je m'en fiche. Voilà. C'est pour ça que quand vous allez, par exemple, dans nos pays, vous verrez les maisons, à l'intérieur des maisons, c'est très propre. Et alors, mais comme ça, on a, en Algérie, au Maroc, tout ça, on est des maladifs de la propreté à l'intérieur de la maison. Et puis vous ouvrez la porte, et alors c'est d'une saleté repoussante. Parce qu'on est resté dans l'esprit du baïlik. Là, c'est à moi, et ça appartient au bey. Et le bey, c'est le dominant, c'est le colonisateur, voilà. Et donc... On a connu ça un peu, disons, cet état d'esprit un peu dans les pays de l'Est aussi. Oui, intérieur voilà. Impeccable, à l'extérieur, tout est déglingué, c'est pas nous. C'est une espèce d'ersatz de pays. Alors, on n'a pas réussi à trouver encore dans nos pays cette base minimale pour le vivre ensemble. Alors, les structures traditionnelles nous avaient permis de vivre au cours des siècles. Les équilibres se sont faits, c'était des structures tribales, donc chacun son territoire, on ne va pas dans le territoire de l'autre. Pour traverser, il faut négocier pendant des mois. On dit, écoute, on doit aller vendre nos moutons là-bas, un truc. Alors, on négocie, je te donnerai 3 moutons pour traverser. Enfin bref, il y a ça s'est fait. L'ordre colonial est arrivé, donc les anciennes structures qui permettaient aux gens de vivre plus ou moins ensemble s'est effondrée, et on en est là. Aujourd'hui, on ne sait pas. Alors, imaginez ce qui va se passer demain en Syrie, où il y a des alaouites, des chiites, des trucs, des machins, qui étaient tenus par une poignée de fer, par le régime. Demain, vous lâchez. Comment ils vont vivre? Sur quelles règles? La règle des chiites, la règle des sunnites, la règle des chrétiens, la règle des musulmans, la règle des gens de la montagne, des gens de la plaine. Il faut un siècle pour trouver de nouveaux équilibres. Un bon siècle. On va revenir justement sur cette question vers la fin. J'aimerais reprendre l'idée du peuple, donc, que vous avez décrit bricolant avec les moyens du bord, très inventif, il se débrouille finalement assez bien. Est-ce que le peuple peut, dans certains moments, peut être héroïque?
Est-ce que le peuple peut être enthousiasmant, une espèce de fusion? Ce qui frappe dans le roman, cette période où le narrateur arrive à Alger, en pleine guerre d'Alger, cette guerre qui a déjà atteint le village, il y a même le seul personnage masculin un peu fort, Serran, on est victime, il s'y engage, on est victime. Donc le garçon arrive à Alger, on lui passe tout de suite, il est tout de suite impliqué dans cette guerre. Oui, il fait la guerre, oui. Il fait la guerre. À 8 ans, il fait la guerre, oui. Voilà, oui. Mais il fait ça, la guerre d'Algérie, donc guerre de libération quand même. A priori, c'est un peuple qui cherche à se libérer contre la puissance colonisatrice. Mais cette guerre est décrite de façon assez distancée. Il n'y a rien d'enthousiasme dedans. Est-ce que tu vois des périodes, je ne sais pas, la Révolution française même, est-ce qu'il y a ce peuple, par moment, peut être saisi d'héroïsme ou faire de grandes choses, dépasser ce côté petit bricoleur, ou est-ce que tu vois une force peut-être du peuple, justement, de rester dans ces dimensions plutôt terre à terre On a l'impression que... Bon, enfin, je te laisse répondre. Parce que tu es un peu... je te sens un peu allergique contre tout ce qui est discours, contre tout ce qui est héroïsme. D'ailleurs, dans tes livres, il n'y a pas de héros au sens positif. Ça, c'est l'histoire a posteriori. Parce que l'histoire, il faut la prendre, elle a deux plans. Hein. Il y a l'histoire au moment où la vie, elle est faite de petitesse. Voilà, la vie au jour le jour, elle est faite de petitesse. Moi, je vois la guerre qu'on vient de traverser là, qui est presque finie, mais enfin, il reste encore des petites choses. Elle est faite de petitesse. Voilà, on vit dans la peur, on se cache, on se trahit les uns les autres, parce que c'est une guerre civile aussi. Hein. C'est extrêmement... c'est la survie, c'est l'égoïsme, c'est voilà. C'est comme ça qu'au jour le jour qu'on vit l'histoire. Mais après coup, on se rend compte que beaucoup de gens, et le peuple d'une manière générale, a été héroïque. Moi, j'ai vécu la guerre civile au jour le jour. Moi, j'habite à 50 km d'Alger. Et j'étais haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie. Donc tous les matins, je prends ma voiture et je fais 50 km d'autoroute, j'arrive à Alger, et je trouvais tous les 10 mètres, ou 20 mètres, ou tous les kilomètres, tous les jours que Dieu fait, on trouvait des cadavres, des têtes coupées le long de l'autoroute. Les islamistes tuaient des gens et venaient les mettre sur la route pour frapper les esprits. C'est quand même terrible de passer comme ça à travers les cadavres. On a vécu comme ça. Alors, c'est petit, mais que faire? On ne va pas s'arrêter à chaque cadavre, aller le mettre là-bas, faire une petite prière pour... on passe comme ça, on slalom entre... on trouve des... Moi, un jour, j'ai vu, donc, ils font plein de choses comme ça pour frapper les esprits, pour tétaniser la population. Parce que la terreur est une chose extraordinaire que ces gens-là maîtrisent au plus haut point. Terroriser la population par des choses comme ça, extraordinaires. Ils tuaient des gens, puis ils les pendaient au-dessus des ponts. Donc vous passez, puis vous voyez des gens pendulés comme ça, avec des fils de fer, avec... et vous allez au travail pour tenir une réunion sur des choses surréalistes, quoi. Réunion sur, je sais pas moi, la certification de la qualité dans les trucs, alors que les cadavres, l'Algérie était jonchée de cadavres. Et on se rentre qui tuait ces gens-là? Ben, c'est des frères qui tuaient des frères, des cousins qui tuaient des cousins. C'est ça, c'est la petitesse de l'humanité. Hein. Violer, des femmes violées, des enfants, la tête fracassée contre les murs. Donc, c'est la petitesse. Et puis quand ça passe,
on se rend compte que ces gens-là ont été extraordinaires parce que, par exemple, prenons le cas des enseignants, ils ont continué à enseigner. L'école ne s'est jamais arrêtée en Algérie. La poste ne s'est jamais arrêtée de fonctionner. L'électricité ne s'est jamais arrêtée de fonctionner. Donc, malgré tout, des gens continuaient à assurer le devoir, faire le devoir, aller à l'école, enseigner aux enfants. Alors que les enfants, ces enfants-là, peut-être le soir, vont être assassinés, ou leurs parents vont être assassinés. Et donc voilà, la petitesse, aujourd'hui, le lendemain, c'est de l'héroïsme. Quand on voit la Deuxième Guerre mondiale, là, que vous avez vécu, mais c'est de l'ignominie. La petitesse sur le jour, des gens qui bombardent d'autres, qui tuent, qui éventrent, qui violent, Mais après coup, c'est l'humanité qui se défend contre la barbarie, c'est déjà extraordinaire. C'est des faits héroïques dont on fait des bouquins avec, on fait des films, voilà, des choses extraordinaires. Donc l'histoire, c'est ça. Et l'histoire n'est jamais figée. Si le regard sur l'histoire change. Oui. En fonction du contexte, en fonction de ce que... Dans le livre, il a dit à plusieurs reprises, la guerre, enfin c'est presque une définition, la guerre, c'est la promesse d'une paix meilleure. Oui, là il y a un chapitre sur la réflexion sur la guerre, c'est la légitimité de la guerre. Parce que nous, on se posait la question tout le temps, tous les jours. Parce que d'abord, on est interpellé. Par exemple, il y avait, chez les militaires, il y avait deux catégories qu'on a appelées les réconciliateurs et les éradicateurs. Les réconciliateurs, c'était des officiers supérieurs qui pensaient que il faut négocier avec les islamistes et trouver des arrangements, alors que les islamistes disaient hors de question, on ne négocie rien du tout, nous voulons le pouvoir, point. Mais, et il y avait les éradicateurs qui disaient je ne peux pas faire un deal avec un islamiste parce qu'on est dans deux univers différents. C'est il me tue ou je le tue. Il n'y a pas de place pour deux. Et voilà. Et donc toute la société est prise dans cette chose-là. Je ne sais pas si c'est ça. Oui. Disons l'acte héroïque plutôt par la persévérance ou dans la dimension de la constance plutôt que par le grand geste. Parce que voilà. Et là aussi. Là comme ça, maintenant, je me rends compte que le peuple algérien a été héroïque, alors que pendant qu'on vivait ça, ce qu'on voyait, c'est que des lâchetés, des petitesses, des choses abominables, et nous l'étions tous. Hein. Je veux dire, moi, quand je roulais tous les machins et je voyais des cadavres que je contournais comme ça, je veux dire que c'est abominable. C'est abominable de faire des choses pareilles. On tombe dans un égoïsme extraordinaire. Le soir, on entend tirer. On est paniqué, puis on est là, on tend les oreilles. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'évaluer la distance non, c'est loin, bon, on peut se recoucher. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'en fout de ceux qui, de l'autre côté de la rue, sont en train de se faire écrabouiller, se faire violer, on est là, on regarde comme ça par le balcon. Et puis, tu penses que... Non, parce que le soir, c'est très difficile de savoir d'où viennent les tirs. Ça ricoche, l'écho, des fois on tend l'oreille comme ça, puis on se rend compte que finalement, c'est plutôt par là. Mais la conclusion, c'est ça, c'est de dire non, c'est loin. C'est loin, les tirs sont loin. C'est abominable. Et toute la société fonctionne comme ça. Toute la société fonctionne comme ça. Mais après coup, c'est héroïque, parce que les choses ont continué à fonctionner, la vie a continué, on a préservé l'essentiel, on a préservé C'est ça, oui. Est-ce que actuellement, ce qui se passe actuellement dans le monde arabe, est-ce que tu vois aussi cette machinerie de propagande pour les uns et les autres se mettre en marche pour récupérer Oui, absolument.
Oui, la machine tourne à plein. Quand ces régimes se sentent en danger, eh bien, évidemment, la propagande, la machine tourne à plein. Et ça commence à l'école. Hein. Oui. Ça commence à l'école. C'est d'ailleurs la propagande la plus efficace. La plus efficace, c'est au niveau de l'école. Et dans notre cas, à travers les mosquées, puisque les prêches sont faits par... il ne faut pas croire que ce sont les imams qui font leurs prêches eux-mêmes. Hein. Ils les reçoivent du ministère de la religion. Ah oui, ils sont écrits dans ces pays-là, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Il y a des mosquées libres, plus ou moins clandestines, où là, donc c'est les gens, l'imam fait son prêche lui-même. Mais dans toutes les mosquées, le prêche vient de... par exemple, là en ce moment en Algérie, les prêches qu'ils reçoivent, c'est toujours aller voter, le vote, c'est... Voilà, vous vous rapprochez du paradis parce que vous montrez que vous êtes un homme responsable, un vrai musulman, parce qu'il y a des élections législatives le 10 mai, et donc ça tourne beaucoup autour de ça. Donc, alors, il y a les bonnes et les mauvaises propagandes. Il y a les propagandes qui consistent quand même à essayer de transmettre des choses... par exemple, régler vos différends de manière par le dialogue. Il y a ce type de... Ah oui, c'est une propagande aussi. Des propagandes positives, oui, absolument. Ah bon, ah oui. C'est pas fait, si tu veux, dans le but effectivement, de promouvoir le dialogue. C'est pour calmer le jeu, quoi. C'est pour calmer le jeu. C'est dans ce sens-là. Mais bon, mais on l'accepte quand c'est dans ce sens-là de calmer le jeu. Mais ça tourne à plein, Mais en ce moment, il y a deux mécaniques il y a celle des islamistes et celle de l'appareil d'État, et qui sont donc qui ne disent pas qui sont contradictoires. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Et quand le nombre de propagande est encore plus élevé, comme tu citais tout à l'heure, le cas de la Syrie, que faire aujourd'hui? Que faire? Est-ce que... là, c'est le communautarisme, donc chacun s'accroche à ce qui est le plus proche de lui. Oui. Et nous qui sommes extérieurs, qu'est-ce que... C'est abominable. Vu de l'extérieur, ça doit être tout à fait incompréhensible. C'est la bouteille d'encre. Observer ou essayer de faire quelque chose? Non, on n'a pas le droit de rester observateur seulement. Il faut s'approcher du théâtre des opérations et rentrer pour comprendre. Parce que de l'extérieur, évidemment, c'est pas très clair. Je prends un exemple souvent que je cite, le cas du Vietnam. Quand la guerre du Vietnam et les Américains donc bombardaient, tout ça, l'affaire du Vietnam est devenue une affaire mondiale. Tous les jours, il y avait des manifestations spectaculaires partout pour demander la paix et tout ça. Et pourtant, le Vietnam, c'est extraordinairement compliqué. C'est un peuple très compliqué, une histoire, etc. Et puis il y a des considérations. Mais l'opinion mondiale est allée à l'essentiel. C'est arrêter le bombardement de ces machins, voilà. Et ça a été obtenu. Voilà. Et donc, moi je pense que vouloir comprendre, c'est souvent, trop comprendre, c'est souvent un prétexte pour ne rien faire. À dire, écoutez, je ne comprends pas, j'attends de comprendre avant d'intervenir. Mais entre-temps, tout le monde est mort. Mais là, moi je pense que dans la position de l'Occident, je la comprends, mais je ne suis pas d'accord. C'est parce que ils ont peur qu'en intervenant pour l'un, ils passent pour des pro-dictateurs. S'ils interviennent là, ils passent pour des pro-islamistes. Et s'ils disent ça, ils passent pour des islamophobes. Et donc, ils sont tétanisés par voilà, l'étiquette que l'on peut leur... et toute l'Europe est bloquée. Personne ne peut... bon, alors, c'est simple, c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux. Et le cercle vicieux, il faut le rompre. Il faut rompre ça, ne pas se laisser enfermer dans le cercle vicieux. On intervient, on passe pour un interventionniste
néocolonialisme, néo-impérialisme, etc., etc. On n'intervient pas, on dit « Ah, voilà, l'Occident, de toute façon, c'est ça. Et ce qui les intéresse, c'est le pétrole, le truc. » On dit ça, on dit « Ah, islamophobe, ah, raciste. » Bon. Et de ce côté-là, c'est devenu confortable. On dit « Bon, puisqu'on pense ça, on ne fait rien. » Non, moi je pense que le cercle vicieux doit être rompu parce qu'il y a mort d'homme. De l'autre côté, les gens meurent. Nous, il y a 10 ans, quand on demandait que l'aide, d'une manière générale, pas seulement des Occidentaux, on disait au secours, au secours. Personne ne bougeait. Il y a eu 200 000 morts. Et toutes les familles en Algérie sont blessées, traumatisées pour des générations. Personne n'est intervenu ni sous une forme, ni sous une autre. Je me souviens quand en automne dernier, quand le cercle, dans un autre contexte, ça ne concernait pas la Syrie, mais ça concernait plutôt les situations économiques à travers le monde, on parlait des indignés. Et voilà. Toi, tu voyais un vecteur possible dans ce mouvement qui prendrait de l'ampleur, des indignés. Absolument, oui. Oui, ce mouvement est très important parce que c'est des actions comme ça qui permettent de rompre le cercle vicieux et de se sortir du silence qui est toujours coupable. C'est ce qui a sauvé le Vietnam, c'était ça. C'était que partout, à New York, à Dallas, à Paris, à Londres, les gens sortaient et exigeaient, manifestaient devant l'ambassade des États-Unis, à droite, à gauche. Et c'est ça qui a arrêté la guerre. Mort d'homme. Et là, on ne le fait pas. Moi, je n'ai pas vu, jusqu'à ce jour, de manifestation. J'ai eu peut-être une petite ou deux à Paris, 3 chats, et encore, c'est des Syriens qui sont venus manifester devant l'ambassade pour dire, mais enfin, c'est une affaire qui concerne toute l'humanité. Il faut arrêter ça tout de suite. L'écrivain, évidemment, il agit sur un autre plan. Il y a trop d'urgence pour que l'écrivain puisse intervenir. Il y a, lors de l'éloge, quand tu as eu ton prix à Francfort, Peter von Matt parlait de la force lente de la littérature. La littérature, elle agit à long terme. Bonsoir. Devant toute la richesse de vos publications, et sachant que vous vivez à Alger, je voulais savoir si tous ces romans sont aussi publiés en Algérie. On trouve des livres en Algérie, mais pas officiellement, parce qu'ils sont interdits, mais beaucoup de libraires arrivent, je ne sais pas comment ils font d'ailleurs, à en avoir et à les vendre. Donc, comment expliquez-vous que la majorité de la population qui est jeune, qui est née bien après cela, qui n'a pas la même perception de cette histoire nécessairement, soit tellement plus passive que les jeunesses des autres pays autour? On a l'impression, tant dans vos livres que dans les rapports qui sont faits, que la seule ambition de la jeunesse qui est au chômage, qui n'a rien à faire, c'est de partir. Ouais. Et on revient au débat qu'on a eu tout à l'heure sur le partir. Comment expliquez-vous que justement la jeunesse, d'une manière générale, en tout cas en Algérie, on a l'impression qu'elle n'existe pas? La première explication, c'est qu'il y a eu octobre 88. On a eu 2-3 années de véritable démocratie. Le gouvernement, le pouvoir, je ne dis pas le gouvernement, je dis plutôt le pouvoir, a été très fort dans la manipulation. Donc il a noyauté la société complètement, noyauté les partis, noyauté les journaux, noyauté les associations, tout est noyauté. Donc il est absolument impossible de bouger. Et les jeunes sont dans une immense suspicion à l'égard de tout le monde, à l'égard des partis, y compris des intellectuels. Ils sentent que personne ne les représente dans la société, ni les partis politiques, ni les associations, ni même leurs parents. Ils n'ont même plus confiance dans leurs parents, qui constatent qu'ils se sont laissés compromettre par les uns, par les autres, par les islamistes, par le pouvoir, par l'argent. Parce qu'en ce moment, on est plutôt dans la situation de la Russie de Poutine, c'est l'argent.
le discriminant dans la société, le moteur, tout ça, c'est l'argent. Il y a beaucoup d'argent, le gouvernement a ouvert des vannes, on nage dans l'argent. Et ça, les jeunes sont horrifiés par ce qui se passe dans leur pays. Et voilà, ils ne voient aucun espoir de venir de l'intérieur du pays.